Bonsoir tous et toutes, ravis de vous rencontrer de nouveau et merci de nous accueillir chez vous pour un nouvel épisode de Racontage littéraire et je ne pourrais pas le faire sans mon acolyte Koulsoum. Comment il est Koulsoum? Les biens, elle est là, elle gagne un peu la mauvaise grippe là, mais bon, ça va, la voix tient, tout est bon. Eh ben, contente aussi de vous retrouver chaque mercredi. Et puis, merci de nous être fidèles. Merci d'être fidèles à notre émission littéraire. Et aujourd'hui, nous ça présente un Zoliti Madame. Un Zoliti Madame qui voyage un peu partout. Oui. Elle vadrouille, elle y amène des seins, elle y écrit. Bonsoir. Alors, Kitsune. Oui. C'est ça. Kitsune. Bonsoir, Kitsune. Bonsoir. Vous pouvez parler sans... Ouais, ça va. Oui, ça va. Oui. Alors Kitsune, elle nous fait des jolies choses. Exactement. Hein. Comme qu'elle dit, elle dessine, elle illustre, carnettiste. Je viens de regarder ce qu'elle avait emmené chez... Carnettiste. Jamais entendu ce mot-là. Peintre, artiste graphiste et récemment BDiste. Elle vous le montre là, Kelly, voilà. un petit peu le carnet. Alors... carnettiste, ça inquiète Kelly. Alors expliquez-nous. Exactement. Alors carnettiste, c'est simplement faire des carnets de voyage en fait. C'est tout joli. Quand je voyage, j'en profite pour dessiner puisque c'est ce qu'il y a de plus facile pour moi. D'accord. Et c'est pas simplement pour faire de l'illustration, c'est pas pour faire forcément des belles images. C'est surtout pour raconter vraiment ce que je vois. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de textes dans mes carnets. D'ailleurs, les éditeurs n'aiment pas trop quand on écrit sur le dessin comme ça. Ouais. Oh, mais on aime. Merci. Et en fait, ça sert à raconter des expériences, soit par le texte, soit par l'image. Voilà. Et surtout aussi à créer du lien avec les gens. Avec les gens qu'on rencontre. Quand on va chez eux, c'est plus sympa. Ben oui. Et justement, cette passion pour le carnet, pour le dessin, ça vous est venu depuis longtemps Comment est née chez vous cette envie, le dessin et utiliser ce moyen-là justement pour aller à la rencontre de l'autre? Le dessin, ça a toujours été dans ma famille. Tout le monde est plus ou moins artiste. Ma mère dessine, peint, sculpte. Ma sœur aussi. Mon père dessinait très bien. C'est dans la famille, on a pas mal d'artistes, même dans les cousins-cousines. Et puis petite, j'ai toujours accompagné ma mère dans ses ateliers qu'elle donnait dans les cours. Donc je voyais ce qu'elle faisait. Enfin, pour moi, c'était assez normal. Et puis après, il y a eu l'école. Et comme je n'aimais pas du tout l'école, et que c'était l'enfer. Et comme j'étais toute la journée, pendant 8 heures par jour, assise avec des feuilles et des crayons devant moi, j'ai développé ce que je pouvais faire d'autre avec crayon et papier. Et puis tout d'un coup, ça bascule. Tout d'un coup, je ne vais pas dire qu'on est professionnel, mais tout d'un coup, on est édité. Tout d'un coup, et à quel moment se passe ce bascule? Parce qu'on peut rester à griffonner chez soi aussi de jolies choses. Hein. Et à quel moment ça bascule comme ça dans la vie? Il y a eu 2 déclencheurs. D'abord, le premier déclencheur, ça a été de vraiment quitter ma région, parce que je suis née en Normandie, mais après j'ai habité à Marseille, puis à La Réunion. Et le fait de ne pas être vue de personnes qu'on connaît, de ses profs, de ses copains, de sa famille, de ne pas être jugée, on s'en fiche, on lâche, et puis ça ne plaît pas, c'est pas grave en fait. On permet d'être plus soi-même, de ne pas être sous le feu de ses proches, tout simplement. Sur ce regard, en fait, on se fait des idées sur leur regard. Oui, voilà. Il y a toujours la question de la légitimité, plein de choses, le regard de l'autre. Donc, le fait d'être loin de chez moi, ça m'a peut-être plus aidée. Et puis l'autre chose, c'était d'avoir été retenue pour faire le travail sur l'État Guillaume, qui a été édité. Et du coup, c'est vrai que ça m'a donné plein de visibilité à La Réunion. Oui, parce que j'ai vu des expositions Normandie, Marseille. Je m'étais posée, c'était bizarre, mais c'était parce que c'était votre région, c'est ça que vous avez vécu un petit peu dans ce coin-là. Voilà, je suis née en Normandie, mais après je suis partie vivre à Marseille quelque temps. Donc là-bas, j'ai toujours une pratique artistique. En fait, j'ai toujours dessiné, peint, fait des expos, fait des ateliers.
Mais il y a un moment, il y a une époque où j'en vivais trop mal et j'en avais marre d'être pauvre. Oui, c'est sûr, c'est pas là où tu vas devenir riche. Voilà. Mais bien je vais sûr. faire autre chose. Mais évidemment. Donc j'ai fait d'autres métiers en parallèle. Oui, évidemment. Mais tout en continuant l'art en arrière-plan toujours. Parce que c'est difficile. C'est difficile, même pour les auteurs, c'est difficile de vivre. Hein. Bah, bien sûr. S'ils n'ont pas... ce que j'appelle, moi, métier alimentaire à côté, c'est toujours difficile. Donc, on arrive donc avec Lilette à Guillaume, parce que Lilette à Guillaume, bon, on a vu des essais, on a vu plein de choses, les fouilles artistiques, et donc cette histoire de ces enfants et de ce bank, de ces enfants conduits là-bas, ça devait quand même créer de l'émotion. Et j'ai vu que vous avez fait partie de ceux qui étaient sur le site. Et donc, il y a dû avoir quand même beaucoup d'un trop plein d'émotions, non ? Oui, dans la mesure où c'est un site que je connaissais déjà, donc je ne l'ai pas découvert l'histoire en répondant à ce projet. Mais effectivement, le fait de faire régulièrement la route par le sentier qui a été fait par les enfants au péril de leur vie et de vivre pendant un mois sur le site, parce que c'est ce qui se passait, puisque j'accompagnais les archéologues qui étaient en chantier. Donc on est resté un mois sur le site et c'est vrai que voilà, on voyait dans quelles conditions ils avaient pu vivre. On n'était pas très loin du cimetière des enfants. Voilà, même s'il n'y a pas eu de recherche archéologique qui prouve qu'il y a bien les corps, etc. Mine de rien, c'est quand même une ambiance très, très spécifique, évidemment. Depuis que c'est rénové aussi. Oui. On le voit, parce qu'avant, on piétinait ces choses-là. On passait, il y a quelques temps. Oui, même plein de montagnards ne connaissaient pas si bien. C'est le site. Et justement, l'illustratrice que vous êtes, qu'est-ce que vous pensez que le dessin apporte comme langage par rapport à l'écriture ? C'est complémentaire ? C'est un langage, c'est un autre regard ? Si oui, quel est le regard que vous pensez apporter, par exemple, sur une collaboration comme Lilette à Guillaume, qui est quand même un épisode douloureux de l'histoire réunionnaise quand même. Je pense que le dessin, c'est surtout une langue universelle. Ça permet que les gens aiment ou pas votre dessin. Dans tous les cas, ça évite l'effort de la lecture, déjà pour les gens qui n'aiment pas lire. Ça peut s'adresser aux enfants, aux personnes les plus âgées, à ceux qui lisent pas, à toutes les catégories socio-professionnelles. Donc c'est un langage universel. C'est pour ça que je fais des carnets de voyage, que je dessine en carnet. Et c'est l'intérêt d'avoir mis du dessin sur un projet comme ça. D'accord, oui. Et donc là, sur cette couverture, c'est austère, hein. Presque ça fait peur, hein, moi. En même temps, il est à Guillaume, hein. On va pas mettre des... Non, mais parce qu'elle a dessiné ce qu'on a vu dans le carnet et un peu plus joyeux, hein. Il y a des moments plus joyeux dans ce carnet. C'est un voyage. Non, tout à l'heure, Kelly, elle a montré les premières images. On voit une vie qui s'organise, mais voilà, avec des couleurs et tout. Et là, c'est austère. Alors, il y a le nombre dans les enfants. Ils sont vraiment bien rangés devant ce prêtre là, et puis en arrière-plan donc toutes les fouilles et pour dire et derrière on voit aussi ce petit garçon et quelque chose comme une ébauche de vie de misère peut-être, hein. Alors peut-être que c'est qu'une lecture que moi c'est peut-être mon interprétation, mais quand j'ai vu ce petit garçon là et cette maison, je me suis dit ouh, c'est émouvant. Voilà, c'est émouvant parce que tout d'un coup on met une image sur un visage, on met une image, même si c'est votre façon d'interpréter, de les imaginer, mais voilà. Vous les avez faites à partir de photos est-ce qu'on a trouvé des photos, des choses? Oui, bien sûr, étonnamment, on a beaucoup de photos d'archives de Lilette à Guillaume, et des enfants, qui ont été soigneusement conservés dans les archives de la congrégation du Saint-Esprit, c'était donc les frères spiritains qui tenaient Lilette à l'époque, qui tenaient le pénitencier de Lilette, qui tenaient également tout le site de la Providence avec école professionnelle, hospice pour les personnes âgées, etc. Et donc ce fameux pénitencier.
Donc j'ai eu beaucoup d'images d'archives pour m'aider, notamment en fait l'image de couverture. C'est une des photos de classe qu'on a. On l'a vraiment en photo. Alors c'était très rare d'avoir des photos à l'époque, encore plus à La Réunion, et encore plus sur un site comme ça, parce que il y avait qu'une seule route, qu'un seul sentier. Il faut quand même se le monter avec le matériel sur le dos. Donc parce que je me suis demandé si c'était vous qui avez essayé de transmettre, parce qu'on voit un peu comme un Chinois, comme un peu toute la Réunion, les enfants qui sont là. C'était les enfants d'affranchis, en fait. Oui. Ah oui, ça y est. D'accord, donc là on a la photo. Donc ça c'est une des photos. On a plusieurs photos de classe comme ça, qui sont très fortes et très ça fait vraiment peur. Moi déjà. Ça permet de comprendre directement l'ambiance. Bien sûr. Ouais, c'est clair. Ah bah oui. Et donc après, on arrive au Cri du Margouillat. Oui. Donc le Cri du Margouillat, bon là c'est un peu plus gai, il y a un peu plus de couleurs. Cette collaboration, elle débute en 2019, c'est ça? Oui, c'est antérieur à l'Iliata Guillaume. C'est rapidement quand je suis arrivée à La Réunion. Il y a eu le confinement qui m'a permis de me mettre en télétravail, d'avoir plus de temps pour faire ce que j'aime, à savoir dessiner. Et j'ai découvert aussi, on était contents le collectif du Cri du Margouillat, qui regroupe donc plein d'auteurs de bandes dessinées réunionnais ou de l'océan Indien. Et j'ai rejoint cette équipe-là. Cette joyeuse équipe qu'on salue d'ailleurs. Voilà. Puis ça permet de donner une émulation en fait, de travailler, de voir d'autres dessinateurs, d'autres auteurs, de voir certains qui sont hyper professionnalisés, d'autres moins. Et ça donne des pistes, ça donne envie, et ça donne envie de faire de son mieux. Puis ça donne de la visibilité aussi, parce que du coup ça m'a permis de faire ma première édition de petites BD avant même l'Iliata Guillaume. Et donc voilà, je continue quasiment chaque année à collaborer avec eux, à proposer quelques pages de bande dessinée qui sont proposées en librairie tous les mois de décembre. Voilà. D'accord. Super. Moi, j'aimerais juste revenir justement sur votre facette de carnétiste, c'est ça. Alors, comment se passe la rencontre avec vos modèles? Vous les demandez? Celle-là, elle est belle. Ouais, parce qu'elle est magnifique. Elle est Caroline. Ah ouais, Caroline. Donc voilà. Alors, comment se passe en fait le travail en fait? Est-ce que vous leur demandez de poser? Un petit peu. Voilà. Alors, est-ce que vous leur demandez de poser? Est-ce que vous prenez des photos? Ensuite, le texte vient à partir de la photo ou de l'image, de l'instant? Comment se crée en fait cette symbiose entre le dessin et le texte? Et voilà, en fait, le résultat très joli. Alors, en fait, généralement, je sors mon carnet, je commence à dessiner les gens avec qui je suis pendant qu'on discute. Et alors juste, est-ce qu'ils acceptent? Parce qu'il y a des gens qui sont très pudiques et qui disent non. Non, mais alors là, en fait, c'est différent. C'est parce que j'ai d'abord, ça devient des camarades ou c'est des personnes avec qui j'ai un contact. Caroline, par exemple, c'est une fille que j'ai rencontrée sur le bateau. Oui. Voilà. Oui, je confirme. En vrai, il doit être pas mal. Ouais, c'est un garçon d'une communauté amérindienne qui emmenait des gens en bivouac dans la forêt. Donc j'ai passé quelques nuits dans la forêt avec lui. Voilà. Et c'était quelqu'un d'extrêmement intéressant et vraiment... Oui, parce qu'on a vu que vous étiez au Brésil, en Amazonie, en Thaïlande, que vous avez énormément fait des carnets un peu... C'est ça, donc vous discutez avec les personnes en même temps que vous les croquez. Ça dépend. En fait, quand c'est des personnes avec qui je deviens camarade comme ça, il y a un moment donné, j'ai envie de les dessiner, donc on se dessine, je les dessine plutôt. Après, il y a aussi le fait que si je dessine un lieu, par exemple, comme dans les bidonvilles de Bélène, qu'on voit les maisons sur pilotis au milieu de la boue, très rapidement, en général, il y a un enfant qui vient, puis un deuxième, puis un troisième, ils veulent être dessinés, et si vous dessinez un marmaille, dans ce cas, vous faites tous, parce que vous ne pouvez pas choisir. C'est difficile. En fait, c'est difficile, de choisir. Voilà. Et puis, même à Mayotte aussi, c'est ce que j'ai fait la dernière fois. Vous verrez les dessins dans le Cri du Margouillat de cette année. Voilà, si on commence, on fait tout le monde. Donc, voilà, ça crée du lien. Et puis ensuite, il y a les parents qui viennent et qui posent des questions et qui veulent être dessinés aussi. Là, je remontais l'Amazone sur un bateau. J'étais, je crois, la seule touriste dessus. Et ça m'a permis tout de suite les gens m'ont demandé des dessins de leur famille, de leurs parents décédés ou de leurs enfants.
Et puis en échange, ils me donnaient des fruits. Et puis ça, je leur demandais alors c'est quoi ça comme fruit. Et puis du coup, ça crée du lien. Ils me racontent leur vie. Voilà. Et puis le soir, en général, j'écris. Et puis il y a une partie de ce que j'écris que je vais mettre en image. Alors si je mets tout en image, ça donne de la bande dessinée. Mais c'est super long, franchement. Oui, bien évidemment. J'ai plus le temps pour faire vraiment faire de la BD. Parce que ça demande énormément de temps. Donc là, c'est plutôt du carnet, c'est le langage qui me convient le mieux. C'est c'est certaines informations que je mets en image et d'autres que je vais garder en texte. Oui, et ça nous va. Et puis et après, vous continuez aussi avec 5 Rayonnaises, 5 destins, avec toute l'équipe de Epsilon et qui a raflé tous les prix en 2022. Hein. Donc le prix Vanille Dessin. Ça, c'est spécial. Ça, c'était pour il est à Guillaume, le prix. Ah, c'est pour Guillaume. Oh, voilà. Je me suis embrouillée. C'est les trophées FNAC, c'est ça. Il y a eu le trophée FNAC et Flamboyant. Flamboyant et trophée FNAC. Et oui. Donc, c'est que ça y est, quand on commence à avoir des prix et qu'on est même si c'est dans une équipe, c'est quand même qu'on commence à être reconnu. Et puis que notre dessin commence à être légitime, puisque au début, on parlait... à vos débuts, on se posait toujours cette question-là. À présent, vous êtes quand même assez bien installé, je veux dire, dans le paysage rayonnais. Voilà. Non ? Ça va, je me plains pas, parce que en fait, j'ai la chance parce qu'on me propose des projets qui sont souvent super intéressants, et donc j'ai la chance de faire que des projets qui m'intéressent et de même pas avoir le temps pour plus. Pour l'instant, je suis bien bookée. Et ça, je trouve que c'est vraiment un luxe de ne pas avoir à faire du dessin alimentaire, entre guillemets. Je fais que des projets qui me tiennent à cœur et qui m'intéressent bien. Ouais, j'en suis carrément consciente. Vous êtes chanceuse. Ouais. Alors, juste une question. Pourquoi Kitsune ? Kitsune, c'est le nom d'artiste que j'ai choisi parce que c'était le premier pseudo que j'avais mis sur les réseaux sociaux à l'époque de leur création. Et en fait, c'est un personnage, c'est un renard polymorphe. C'est un petit renard qui peut changer de forme dans la culture japonaise. Je suis évidemment pas japonaise, mais comme à l'époque, ado, je lisais pas mal de mangas, ça me plaisait. Et en fait, le côté polymorphe, c'est un côté que j'ai toujours gardé parce que dans ma façon de travailler, je suis toujours un petit peu mouton à 5 pattes. Voilà, j'aime bien faire des choses très différentes les unes des autres. D'ailleurs, même dans mon style graphique, je m'adapte je fais différentes choses. J'ai pas un style. Oui, parce qu'on le voit bien. Unique. C'est des choses différentes. Donc voilà, c'est l'adaptation. Alors on approche l'heure fatidique. Vous avez demandé d'emmener un objet. Alors on voudrait savoir, curieuse. Quel est l'objet que vous allez nous montrer? Alors, c'est au plateau. Oula. Voilà mon objet. Alors ça, c'est un plateau, maghrébin. Oui. C'est mon grand-père qui l'a fait faire parce que la famille de mon père est pied noir. Donc ce sont des Français qui sont installés il y a plusieurs siècles en Algérie. Et pour moi, ça me pose la question de mes origines. Voilà, c'était des colons. Alors comment on se situe aujourd'hui en tant qu'enfant de colons? Qui étaient ces personnes-là? Est-ce que c'était... Enfin voilà, comment on se situe aujourd'hui en tant que métropolitaine à La Réunion? Comment je me situe aussi par rapport à ça? Ça pose plein de questions, même aussi aujourd'hui en tant que voyageuse, parce que le tourisme, c'est aussi, il y a aussi une forme un peu coloniale, parce qu'on arrive avec son argent quelque part, et voilà, on a un statut touriste, regard, avec des a priori ou pas. Mais ce que j'aime bien, au-delà de l'histoire, de cette histoire-là sur ce plateau, c'est qu'en fait, il avait fait faire ça avec des douilles de balles. Qui servaient parce qu'ils chassaient beaucoup, ils étaient dans le désert, il n'y avait rien, c'était une petite maison de 2 pièces qui avait été octroyée sur un bout de désert qu'on leur avait octroyé. Et en fait, il a fait transformer ça par un des ouvriers, un ouvrier algérien, un artisan qu'il est allé voir. Il lui a demandé de faire un beau plateau avec. Et j'ai trouvé ça chouette parce qu'avec des choses dures comme des armes, il a réussi à le mêler dans le sang, dans l'artisanat du pays pour en faire une œuvre d'art. Voilà. Qui m'est toujours utile, chaque jour je m'en sers. Voilà. Oui, en plus vous vous en servez. Bah oui. Ça, ce n'est pas que décoratif. Du recyclage, si on peut dire. Bien, alors est-ce qu'on peut vous rencontrer? Est-ce que vous avez des dates de dédicaces, par exemple?
Oui, alors sur les événements BD, là prochainement il y a BDPI déjà au Jardin de l'État, donc là je le dédicacerai le 6 décembre, pour le cri du Margouillat, ouais. Et pour Epsilon, certainement pour la suite de 5 Réunionnaises aussi. Voilà. D'accord. Ouais. Et donc là-dessus, il faut qu'on se quitte. Exactement. Vous reviendrez nous voir avec d'autres projets dès qu'il y a autre chose. Vous connaissez le chemin maintenant. Voilà, exactement. Donc dès que vous êtes prêts, vous venez. Vous passerez le bonjour à toute l'équipe d'Epsilon de notre part aussi. Et du Cri du Margouillat, les potes, ils vont me dire. Voilà. Exactement. Et puis, Kelly, là-dessus. Nous quittons sur ces belles images. Et en fait, peut-être qu'il faudrait dire qu'il faut voyager pour créer le lien et développer l'art. Voilà. C'est sur ces belles paroles artistiques que nous allons nous quitter. Merci beaucoup Kitsune, merci beaucoup Kulsum, merci Kelly. Beaucoup à vous. Nous retrouvons pour d'autres aventures littéraires. Bonsoir à tous. À bientôt. Et de toutes. Bye bye.